Bonjour à vous et merci de votre patience. Bonjour Elisabeth Roudinesco. Bonjour. Ravie de vous accueillir aux Idées mènent le monde pour ce thème ô combien intéressant pour la psychanalyste que vous êtes, ou que vous fûtes, mais cesse-t-on de l'être un jour, psychanalyste? Oui, parce que là, j'ai arrêté la pratique, mais on le reste. Mais on parlera de l'histoire de la psychanalyse parce que c'est vraiment... Et donc pour ce sujet des passions, et j'ai envie qu'on parle, et j'imagine que le public présent dans la salle est très intéressé par... nous avons intitulé votre conférence « Au chevet des passions ». Et donc la plus belle des passions, ou la plus flamboyante, c'est la passion amoureuse. Et c'est elle qui donne lieu, sur laquelle vous vous êtes abondamment penché. Est-ce que, souvenons-nous peut-être, est-ce qu'on peut le définir, l'origine du mot passion, c'est la souffrance, c'est souffrir. Oui, bien sûr. Donc la passion est nécessaire, parce que c'est ce qui donne la vie à tout. S'il n'y a pas de passion, c'est aussi l'enthousiasme. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vie, mais un excès de passion, c'est évidemment autodestructeur. Alors, j'ai fait entrer ça dans le dictionnaire amoureux. À l'entrée amour, il y a tout dans la passion. Il peut y avoir la passion donc, très positive, passion pour des objets, pour des hommes, pour des causes, pour s'engager, passion de l'art, passion de tout ça. Et puis alors, il peut y avoir les passions délirantes. Les délires passionnels, j'en ai parlé, l'érotomanie, la folie amoureuse qui tourne au désastre et à la tragédie. J'ai aussi parlé des passions mystiques, parce que c'est toujours très intéressant ce qui s'est passé avec les mystiques, la capacité de se détruire le corps dans une passion pour le Christ, dans une passion pour une religion. C'est un des lieux les plus destructeurs qu'on puisse imaginer, et en même temps où il y a résurrection, de rédemption, etc. Et donc c'est une des grandes choses qui guident le monde. Oui. Mais la passion, justement, dans ses excès, parlons de celle-là, justement, parce qu'on va dire que c'est elle qui est la plus intéressante. Elle contient, justement, cette destruction, cette aliénation aussi. C'est une aliénation, mais elle est aussi plaisir, désir. Tout ça est bien complexe et tout ça est entremêlé, entrechoqué. Il est venu en préparant cet entretien, cette rencontre. Quand on est feuille de la Marguerite, je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. À la folie vient très vite après le passionnément. Ah bah oui, la passion peut aller jusqu'à la folie. La folie criminelle, la folie autodestructrice, bien entendu, dans lequel le sujet se perd dans lui-même, la jalousie. Mais vous savez, les fameux 7 péchés capitaux, c'est des délires passionnels, hein, si on regarde bien. Passion de l'argent, passion amoureuse, passion de la gourmandise, passion... Voilà. Donc, il y a un envers délirant à tout ce qui fait la vie. Hein, c'est-à-dire, ça met en jeu aussi la mort, bien sûr. Peut-il y avoir une vie sans passion? Ah ben oui, ça existe, c'est sinistre. C'est ça, on est bien d'accord. C'est sinistre, c'est absolument sinistre. Oui, il y a des gens qui cultivent l'absence totale d'affect, de passion, etc. C'est en général des gens très dangereux. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Certainement très dangereux. Souvent, ils vivent très très vieux. Ils sont absolument horribles. Mais vous avez ça, vous savez, chez les passions rentrent, vous avez ça chez les génocidaires, chez les bourreaux, etc. Une espèce de vie sans passion apparente qui donne on a étudié ça chez les génocidaires nazis, chez les génocidaires au Cambodge, cette espèce de vie, Hannah Arendt l'a bien étudié, c'est-à-dire ils ont l'air d'avoir aucune passion. En fait, ils n'en ont pas, sauf la passion de tuer, mais qui est introvertie. Voilà. Ça ne se voit pas, ils ont l'air normaux. Alors maintenant, il y a d'autres passions criminelles où ils n'ont pas l'air normaux du tout. Mais si vous voulez, l'absence totale de passion, c'est inquiétant. Personne n'est concerné ici, tout le monde est passionné, sinon tout le...
C'est la raison de leur présence. N'y a-t-il pas aussi une part de narcissisme chez le sujet qui éprouve de la passion, une petite dimension Oui, quand c'est la passion pour lui-même. On appelle Seulement. ça narcisse. Ouais. Ah bah oui, quand c'est la passion de soi-même et qu'on est capable de tout faire pour servir son propre intérêt. Oui, bien sûr. C'est les égos surdimensionnés. Ce qu'on appelle aujourd'hui les pervers narcissiques. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais il y a de ça. C'est le culte de soi. Oui, bien sûr. Il y a cette ambivalence en permanence de l'objet que l'on aime, qui est à la fois la cause du mal, mais et le remède aussi du mal. Oui, bien sûr. Ben, c'est toujours comme ça. C'est les deux aspects, en effet, le mal et le remède au mal, qui peuvent être tous les deux dangereux. Comment, au fil de l'histoire de la psychanalyse, ou même chez les philosophes grecs anciens, appréhendait-on la passion ? Chez les philosophes grecs et chez les tragiques grecs, ça a été amplement développé au théâtre, notamment en tragédie. Tout est passion. Si vous prenez la tragédie d'Édipe, la tragédie d'Antigone encore plus, chez Antigone surtout, je pense que le grand délire passionnel de préférer la mort à la vie, de se sacrifier face au tyran, c'est fascinant. Les Grecs ont très bien traité les passions, mais je pense que les tragédies ont toujours très bien traité les passions. Vous l'avez chez Shakespeare, oui. Vous l'avez même chez Molière. Les personnages de Molière, si vous preniez Tartuffe, Alceste, etc., c'est des passionnés de quelque chose d'horrible, par exemple. L'avarice pour l'un, la tartufferie pour l'autre. Et donc, oui, bien sûr, c'est universel. C'est universel. On n'a pas attendu Freud, la psychiatrie, pour traiter les passions. C'est évident. Alors justement, on parlait des tragédiens et des philosophes grecs et le théâtre antique, mais la passion, elle est aussi source de création. Elle peut donner lieu à d'immenses œuvres. Évidemment. Elle a été beaucoup plus cultivée d'ailleurs chez les romantiques. C'est évident que c'est le 19e siècle qui, en réaction au classicisme, en réaction à la maîtrise des passions, le romantisme, français et allemand d'ailleurs, ont cultivé l'idée d'une passion, qu'on ne pouvait rien faire sans les affects. Et tout le 19e siècle est un siècle des passions. En littérature en tout cas. Oui, bien sûr. C'est un des grands ressorts de la création. Vous êtes très rapidement, pourquoi l'histoire de la psychanalyse est-elle venue dans votre vie ? Parce que vous avez cette phrase de dire, ce n'est pas la psychanalyse qui me passionne, ma passion, mais c'est plus l'histoire de la psychanalyse. J'ai été élevée dedans par une mère qui était une des principales introductrices de l'école anglaise de psychanalyse en France, puisqu'elle avait travaillé avec John Bowlby, qui est le grand théoricien de l'attachement, qui était un grand psychanalyste anglais. Et elle s'est intéressée, elle était pédiatre de formation, elle a fait ses études avant la guerre, elle était médecin des hôpitaux, et après la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est occupée des enfants abandonnés, séparés, adoptés, enfin, tous les enfants abandonnés à l'assistance publique dès l'âge de 0, abandonnés, de ce qu'on appelait de 0 à 1 an. Elle s'est donc occupée de ces enfants-là, et elle a introduit ce qu'on sait parfaitement aujourd'hui, c'est que ces enfants ont besoin d'amour, d'affect, etc., et que s'ils sont abandonnés, même très très bien traités, ils deviendront fous. Et qu'il faut donc une relation personnalisée à une personne. C'est de passer dans les bases. Donc moi, j'ai passé mon enfance dans la psychanalyse des enfants, et des enfants plutôt en grande difficulté. Et donc j'avais beaucoup d'admiration pour ma mère. J'en avais aussi pour mon père, qui n'était pas du tout dans la psychanalyse, qui était médecin, pédiatre, et qui était, lui, très, très cultivé. Et donc, ma mère a divorcé, j'ai été dans ce milieu. Mais je voulais très tôt, Rutel Krief en parlait ce matin, je me retrouvais beaucoup. Moi, dès l'âge de 5-6 ans, ce n'était pas du tout la Bible qu'on
qu'on me commentait, mais c'était Victor Hugo, Alexandre Dumas, la littérature. Je l'ai élevé dans un milieu très cultivé. Et ma passion, la première, je voulais absolument écrire ou être cinéaste. Et j'avais une passion, à l'âge de 10 ans, pour le cinéma hollywoodien, qui était en pleine flamboyance. Et j'allais voir tous les films en Technicolor, les westerns. Je me sens très proche d'Eddie Mitchell. Ça paraît bizarre, on a le même âge. Mais j'allais voir aux Champs-Élysées, on habite aux Champs-Élysées, il y avait le studio Obligado au métro Argentine, où venaient tous les enfants passionnés de cinéma. On passait tous les westerns. Et j'y allais tous les jeudis. Je commençais d'ailleurs probablement à 11h du matin, je restais jusqu'à 7h du soir. Et donc j'étais complètement... C'est une découverte, c'est une révélation, ça, Elisabeth Rodin-Lescaut. C'est très présent, le cinéma. Ouais. Mais les westerns? Ah oui, non, mais j'allais dire le cinéma hollywoodien, voilà, sous toutes ses formes. J'aimais bien aussi le cinéma français, mais il y avait une particularité du cinéma hollywoodien, c'était la capacité de raconter, d'avoir un récit national. C'est quand même... Ça renouvelait la tragédie grecque, c'est-à-dire ils racontaient leur histoire. Hollywood était une usine à rêves absolument extraordinaire. Et j'aurais voulu être soit cinéaste, soit écrivain. Et donc, c'est ma culture première. Ensuite, j'ai d'ailleurs épousé un cinéaste quand j'avais 20 ans. Et je me destinais... Et puis quand même, c'était l'écriture. Ça, je voulais de tout temps écrire. Alors, quand est-ce que je rencontre l'histoire de la psychanalyse? C'est... à partir du moment où ma mère était proche de Lacan, membre de l'école freudienne de Paris, et c'est vrai que je faisais des études de lettres et de linguistique en 68. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça m'a intéressée en tant qu'objet. J'ai fait une analyse, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et c'est vers les années 75-77, j'ai eu comme maître Michel de Certeau, qui était un très grand historien. J'allais simultanément, dans ces années-là, au séminaire de Barthes, de Foucault. J'étais l'élève de Gilles Deleuze. J'étais l'élève, et de Michel de Certeau. Je prenais tout mon temps. Et c'est une époque extraordinaire. On pouvait aller se promener. J'ai fait mes études après 68 à l'université de Vincennes, aujourd'hui détruite, enfin en tout cas reconvertie en autre chose. Et c'est Michel de Certeau qui m'a dit, écoute, tu es très bien placé, il faut que tu écrives l'histoire de la psychanalyse, parce que tu as la plume qu'il faut. Je faisais beaucoup de critiques littéraires. Et c'est ton objet intérieur, tu as vécu dedans. Et il disait pas ça n'importe comment, parce qu'il était père jésuite, et lui-même avait fait l'histoire de la mystique. Et donc, il pensait qu'il fallait, il avait fait une analyse bien sûr, et il pensait qu'il fallait une connaissance à la fois intérieure, à la distance, et qu'on prenne la distance par rapport à son propre milieu. Et après ça, j'ai passé une thèse d'habilitation en histoire, et j'ai commencé à écrire l'histoire de la psychanalyse, d'abord en France, où j'ai été la seule, la première. C'est ce que j'allais dire, ça n'existait pas. Personne ne s'était penché sur le problème. J'ai collecté, j'ai même collecté les archives qui n'étaient pas déposées, tous les principaux acteurs de l'histoire deuxième génération étaient encore vivants. Je leur ai fait sortir toutes les archives, toutes tendances confondues, ça c'est les années 77-80. Et donc j'ai fait 2 énormes volumes d'histoire psychanalyse en France. Alors à partir du moment où j'avais fait ça, je devenais la spécialiste. Et puis ensuite, j'ai fait une monographie sur une femme de la Révolution, pionnière de la Révolution, Théroigne de Méricourt, qui avait terminé sa vie dans la folie. Je me suis dit, je vais me débarrasser quand même un peu du XXe siècle. Voilà, je voulais quand même étudier autre chose. Et puis rien à faire. On y revient. Mon éditeur, Olivier Bétourné, que j'ai rencontré en 86, qui aussi... Donc le livre est fondamental dans ma vie. Mon père était bibliophile, mon grand-père était libraire, moi-même j'ai eu une librairie, je le raconte. Et donc il m'a dit, il faut faire une biographie de Lacan, il ne faut pas s'arrêter là. Voilà. Et c'était la logique de l'historien, c'est d'étudier dans tous les détails la discipline. Et puis ensuite le comparatisme.
J'ai fait un premier dictionnaire de psychanalyse avec Michel Blanc. J'ai voyagé dans le monde entier. Et donc, je comparais les implantations différentes. Donc, j'ai fait du comparatisme. Et puis après, j'ai fait des essais aussi. Et puis, j'ai fini par écrire une biographie de Freud. De Freud, tout à fait. Mais il y a une logique de l'historien qui fait qu'on explore tout le domaine de toutes les façons. Et quand je suis allée voir Jacques Le Goff, j'en parle dans ma biographie de Freud, qui était très malade, et je lui dis, je voudrais faire une biographie de Freud sur le modèle de votre Saint-Louis. Au fond, je lui dis, vous avez d'abord étudié le Moyen-Âge, vous êtes le grand spécialiste, vous avez fini par faire une biographie, ce qui ne se faisait pas quand on appartenait à l'école des Indes. Il m'a dit, ben oui, on termine toujours comme ça. Et il l'avait construite admirablement avec 4 parties, il avait construite d'une certaine façon, parce qu'avec Freud, je n'étais plus du tout la première, j'étais la dernière. Donc les archives étant déjà exploitées, j'avais pas à les constituer. Et là, donc, la partie historiographique devient très importante. Et donc, on finit comme ça. Puis, finalement, j'ai fait ce dictionnaire amoureux qui est entièrement à la première personne et sans limite. C'est arbitraire, on fait ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Voilà, c'est sans limite et c'est un exercice passionnant. Je vous laisse boire votre verre. Mais à la lettre P, vous le disiez en introduction, pourquoi vous n'avez pas traité de la passion? Il y a d'autres choses dans la lettre P, la psychanalyse notamment, Paris. On retrouve passion dans le premier chapitre sur l'amour. Ne pas lui consacrer des pages à proprement parler, c'était une J'aurais pu. Dans le prochain. Non. Dans le dictionnaire, dans le dictionnaire de la psychanalyse, il n'y a pas passion parce que ce n'est pas un concept. Bon. Donc là, comme ce n'est pas un concept, j'aurais pu le mettre dans celui-là. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Je ne l'ai pas fait. Bon. Il y a parce que j'ai trouvé que c'était pas mal traité à d'autres entrées. Narcisse, argent, amour, folie. Donc, à la limite, ça devenait redondant. J'ai pas fait d'entrée mort non plus. Vous l'abordez. On peut, mais vous savez, le principe d'un dictionnaire amoureux, c'est qu'on fait une liste d'entrées, on essaye d'être cohérent dans l'arbitraire, parce que là, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'acteur, il y a tout à fait autre chose. Il y a des titres de livres, des écrivains, des villes. C'est votre choix personnel. Voilà. Et donc, il n'y a pas passion. Il y aurait pu y avoir passion. Voilà. Je pense que d'ailleurs, si j'avais été invitée avant, peut-être j'aurais mis passion. En tout cas, ça ne s'est pas présenté comme ça. Et puis, un dictionnaire amoureux, à un moment donné, on arrête. Je me suis dit, quand j'ai arrêté, j'avais 89 entrées. Je me suis passé à 90 quand même pour faire un chiffre. Oui, un grand trop. Ben non. non, c'était comme ça. Le mot de trop. Vous savez, c'est comme ça écrit. La cohérence y était. C'est-à-dire, j'ai bien contrôlé la cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'entrées redondantes, que toutes les entrées, parce que j'adore les dictionnaires. J'ai été nourrie de dictionnaires dans mon enfance, donc du savoir absolu. J'adore cette idée. Et la cohérence, je l'ai trouvée comme modèle. Là, c'était plus Georges Perec. L'idée de faire des inventaires, des listes, des associations insensées, de mélanger des personnages qui est présent dans plusieurs romans, de faire une entrée, par exemple, hypnose, où je ne traite pas de l'hypnose, mais de Joseph Balsamo, le personnage d'Alexandre Dumas. C'était ça qui m'avait intéressé. Il y a une cohérence littéraire. L'écriture qui vous est chère, est-ce que vous enseignez? Vous enseignez toujours, Elisabeth Rodinesco? J'enseigne, j'ai un séminaire d'histoire de la psychanalyse à l'école normale. Oui. Est-ce que c'est un prolongement, justement, de cette transmission, de ce que vous voulez proposer Tout livre est un prolongement. Soit on écrit d'abord le livre, et puis ensuite on fait un enseignement, on se répète. Soit l'enseignement est l'occasion d'un livre. Vous savez, ça fait 27 ans que j'ai ce séminaire d'histoire de la psychanalyse. Donc, j'ai tout étudié. Bon, c'est la tentation du savoir absolu. À laquelle vous essayez de résister ou... Oui, on résiste au savoir absolu, mais on est amené... Cette année, je fais l'irrationnel. Pourquoi cette année, j'ai fait l'irrationnel et pas autre chose? Parce que chaque année, il faut que je trouve un sujet. Oui.
Et il faut se faire confiance, on finit par trouver un sujet. Je crois que j'ai pris cette année l'irrationnel parce que je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde à la fois très scientifique et complètement irrationnel, avec beaucoup d'obscurantisme, des théories du complot. Donc c'est intéressant, puis ça touche évidemment à la psychanalyse. Vous me donnez l'occasion justement de poser la question, quelle est la place de la psychanalyse aujourd'hui en France, dans nos sociétés, dans notre société? Ah, elle est très attaquée, de nouveau. Sa place impériale a diminué complètement. Elle n'est plus portée par les études de psychiatrie qui sont devenues strictement biologiques. C'est-à-dire que depuis 20 ans, dans tous les pays du monde, je dirais, mais dans toute la sphère occidentale, on considère qu'on traite mieux, même les névroses, ce qui est un vrai problème, en tout cas qu'on traite mieux toutes les maladies mentales et psychiques avec des drogues, qui sont extrêmement efficaces. Alors, ça, vous avez d'ailleurs écrit à ce titre, il y a une vingtaine d'années, Pourquoi la psychanalyse? oui, en 99. C'est ça. Je disais attention, danger. C'est ça. Il n'y a pas de médicaments pour guérir de la passion. Alors, si, mais ça ne guérit pas. Non. Voilà. D'ailleurs, on ne guérit jamais de rien, on fait avec. C'est surtout ça que je veux dire. Alors, il n'est pas question de renoncer aux médicaments pour les malades mentaux, puisque la camisole chimique a remplacé l'asile. C'est mieux de vivre dans la cité avec des médicaments plutôt que d'être à l'asile dans des crises de rage et des camisoles de force. Bon. Maintenant, ça, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui me paraît beaucoup plus dangereux, c'est le médicament pour tout. Voilà. Chez des gens qui n'en ont pas besoin. Voilà. Parce que c'est efficace au sens de endormir la personne. Oui. Donc, je pense qu'il y a... on pourrait s'en passer vraiment. On n'est pas obligé de donner un médicament dès que quelqu'un est angoissé, par exemple. Pour donner un anxiolytique, il faut qu'il y ait une vraie angoisse. C'est-à-dire de quelqu'un qui ne peut plus bouger de chez lui tellement il est angoissé. Ça, oui, on peut. Mais les angoisses ordinaires que nous avons tous, c'est pas la peine. Bon. Moi, je suis angoissée quand je prends l'avion, je suis angoissée parce que j'ai peur des maladies, je suis angoissée quand je prends le train, je fais avec. Si je ne pouvais plus bouger, peut-être, mais donc il faut faire attention. Et puis on donne beaucoup trop d'antidépresseurs, parce qu'on considère aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'explorer l'inconscient pour aller mieux, qu'il suffit de faire des multiples thérapies. J'ai rien contre, il y en a, c'est considérable, tout devient thérapie. Tout est thérapie. Avoir un chien, un chat, faire une partie de golf, aller au sport, ce n'est pas des thérapies, c'est des activités. On dit que c'est thérapeutique, y compris écrivez votre témoignage. Bon. Je parlais tout à l'heure aussi avec Patrick Pelou. Toutes les cellules psychologiques qui vous enjoignent l'ordre de faire votre deuil dès le lendemain d'un attentat, c'est pas possible. D'évaluer votre souffrance, non, ça se mesure pas. Voilà. Tout ça est fou. Dans notre époque, on a une espèce de volonté de ne plus exprimer la souffrance. Mais alors, du coup, elle s'exprime sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on chasse par la fenêtre revient par la porte, ou ce qu'on chasse par la porte revient par la fenêtre. Alors, la psychanalyse, elle ne s'est pas bien adaptée à ce monde moderne. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'elle doit ouvrir ses portes. C'est-à-dire qu'on peut tout faire avec la psychanalyse, et pas seulement des cures type, pas seulement divan-fauteuil, pas seulement l'exploration de l'inconscient. On peut accueillir des gens qui vont mal, on le fera aussi bien que n'importe quelle thérapie. Ça peut, parce que c'est beaucoup plus intéressant la cure par la parole qu'autre chose. D'ailleurs, quand la psychanalyse régresse, les confessions publiques augmentent. Voilà, vous l'avez vu aujourd'hui, on est en pleine confession publique. Oui, c'est une psychanalyse à ciel ouvert, là. Ah ben oui, mais c'est un problème. C'est un problème. Bien sûr, c'est un problème. Je vous rappelle le progrès de l'Église quand Saint-Augustin a instauré la confession privée. Je ne suis pas certaine du tout que l'étalage de tout soit si... Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution pour les sujets. À certains moments, c'est nécessaire. Voilà. Qu'on considère que quelque chose a été beaucoup trop refoulé dans la société et qu'il faut l'exprimer publiquement. Oui. Et là, vous pensez que c'est excessif Non, par moment. Oui, ça tend toujours à devenir excessif. Si vous parlez des dénonciations de harcèlement, oui, si ça fait tomber des criminels de viol, oui.
Si on assiste demain, comme aux États-Unis, ce qui s'est passé dans les années 90, qu'on est beaucoup à avoir combattu, les recherches imaginaires avec des persécutions macartistes sur des abus sexuels dans l'enfance qui n'ont pas eu lieu, il faut faire très attention. On a une campagne aux États-Unis qui, à la suite justement de ce phénomène, a recherché des mouvements féministes ultra fanatiques qui ont expliqué publiquement que toutes les femmes avaient subi des abus sexuels dans leur enfance. Alors ça n'est pas forcément vrai. C'est vrai, à certains moments. Ça n'est pas vrai surtout. Et donc on a commencé à dénoncer des adultes qui n'avaient pas été... Et vous avez eu des affaires dramatiques, notamment avec ce qu'on appelle les faux souvenirs. Voilà. On s'est occupé de gens, leur faire extirper des faux souvenirs. Alors, sur des gens très fragiles. C'est sur des gens très fragiles. Oui. Alors, c'est très difficile d'avoir une position complexe. D'un côté, oui, je vous rappelle qu'il faut se battre, c'est le cas de le dire, pour que des femmes battues témoignent. Alors qu'elles ne veulent pas et qu'elles préservent. C'est toujours le conjoint, c'est toujours alcoolique, elles préservent. Donc il faut se battre pour que les choses soient dites. Je suis ravie que des prédateurs, genre Tariq Ramadan, tombent parce que c'est évident. Ça, oui, peut-être qu'il fallait ça. Bon. Mais enfin, c'est un problème. Ça aurait dû être avant. Mais bon, c'est comme ça. Il a fallu ça. Alors, par ailleurs, l'excès dans ce domaine-là va devenir un délire passionnel contre tous les hommes. Attention. Oui. C'est pas vrai que tous les hommes sont des abuseurs sexuels ou des harceleurs. Et puis, il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Le viol est un crime. Le harcèlement par quelqu'un qui a du pouvoir est évidemment un délit. Alors ensuite, les gestes déplacés, alors là, on entre dans une zone très compliquée. Parce que tout le monde, ça c'est tout le monde. Ça peut. La drague, c'est tout le monde. Le sifflement dans la rue de quelqu'un qui siffle une femme. Je dirais même, quelquefois, les injures sexistes. Vous savez, Freud disait, c'est un grand progrès de la civilisation quand au lieu de tuer quelqu'un, on l'injurie. C'est un progrès. C'est vrai. C'est un progrès. C'est moins radical et moins définitif. Bien sûr, la tragédie grecque est fondée là-dessus, notamment chez les Atrides. L'instauration de la loi plutôt que le meurtre. Et donc, l'instauration de la loi, c'est très important. D'accord, on n'a pas le droit d'injurier, mais maintenant, on n'a plus le droit de tuer du tout. Donc, plutôt que d'étrangler un ennemi, il vaut mieux l'injurier. Voilà. Donc, je ne suis pas... Bien sûr, les injures qui tombent sous le coup de la loi, oui, dans nos démocraties, mais il ne faut pas abuser de ça. Voilà. Parce qu'on peut aussi quand même se défendre. Si on subit des injures, on peut aussi rétorquer. Par contre, si on se fait plaquer contre un mur dans le noir et qu'on risque d'être violé, non. Mais des injures publiques, on peut aussi se défendre. Et je constate que beaucoup de débats tournent mal aujourd'hui, non pas à la controverse. J'aime beaucoup les controverses. J'ai fait une entrée sur, je n'ai pas appelé controverse, mais sur René Descartes. J'aime beaucoup les vraies controverses, c'est-à-dire quand les deux débatteurs ont raison. J'adore ça. Voilà. C'est l'histoire de préférez-vous le football au rugby, les deux, monsieur. Préférez-vous Balzac à Flaubert? J'aime les deux. Bon. Donc, les controverses, c'est quand vous avez vraiment des débats passionnants où les deux ont raison. Voilà. Chacun a raison. Or, aujourd'hui, je trouve, notamment avec les réseaux sociaux, que les débats tournent à une violence. Oui. On s'insulte, quoi. Ça, c'est évidemment. J'ai fait une entrée injure dans le dictionnaire. Oui, oui. Parce que quand même... Et depuis quand ne faites-vous plus de cure? Vous n'avez plus de patients parce que j'ai plus le temps. Oui, j'ai fait tellement de livres. Mais depuis combien de temps? En quelques années. Donc, quelquefois, je revois. Non, quelquefois, je reçois. J'oriente les gens qui me demandent, etc. Mais là, j'ai plus le temps. Vous savez, le métier de psychanalyste, c'est un problème. C'est comme les médecins.
vous recevez toute la journée. Ou alors il faut choisir de le faire pas trop. Moi, je n'ai jamais eu beaucoup d'activités. J'ai pas été, j'étais pas à l'hôpital, j'étais pas dans des institutions. Mais ça empêche de se consacrer au livre. Mais je vous posais cette question justement ça, c'est pour parce moi. que... Mais le métier est difficile aujourd'hui pour la plupart des psychanalystes, qui sont d'ailleurs presque tous psychologues aujourd'hui. Hein. Mais je vous posais cette question justement parce que quand vous pointiez du doigt la perte d'importance de la psychanalyse dans notre société, elle va de pair avec justement cette logorée à laquelle on assiste bien souvent. La causalité principale, il y a plusieurs causalités. C'est d'abord que c'est plus la psychiatrie qui la porte. Donc, les grandes institutions psychiatriques sont purement biologico-comportementales. Ça, c'est la raison principale. Donc, à cause de la croyance au tout biologique, où il n'y a plus la place pour le psychisme. Voilà. Ça, c'est la cause principale. Le fait que maintenant, la quasi-totalité des gens qui veulent devenir psychanalystes sont psychologues. Et il y a moins de pouvoir. Quand on est psychologue, ça occupe moins la place. Il y a aussi les psychanalystes dans le monde entier, alors avec des divergences, qui n'ont pas su s'adapter à ça, qui n'ont pas su combattre ça, qui sont aussi beaucoup devenus très réactionnaires. Je pense en France à l'hostilité de 70% des psychanalystes au mariage homosexuel. Ça, c'est quelque chose de sidérant. Voilà. C'est sidérant. Spécialistes de la famille et qui disent qu'ils sont contre une réalité. Bon, passons. On y reviendra tout à l'heure, parce que ça, c'est on ne peut pas être contre une réalité. Et donc, il y a ça. Ils n'ont pas su s'adapter. Alors, il y a des très grandes différences entre les pays. En Amérique latine, ils s'adaptent beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Plus ouverts. Aux évolutions de la société, ils sont plus en phase. Ils sont très éclectiques. Ils se sont bien adaptés. Ils sont partout. Au contraire, toutes les études de psychologie sont dominées par la psychanalyse. Il y a moins de psychiatrie installée aussi. C'est pas l'État. Il y a moins de scientisme. Voilà. Non, là où c'est en perte de vitesse, c'est les États-Unis, une partie de l'Europe. Alors, c'est remplacé par quoi? C'est ça la question. Médicaments et psychothérapie multiples. On en a recensé pas 500 peut-être. C'est-à-dire, que rangez-vous dans cette famille? Gestalt, groupe, tout ça vient en opposition. Comment on appelle ça? Tout le développement personnel. Oui. Toutes les thérapies. Littérature abondante sur le développement personnel. Toute la littérature de la méditation, de l'étude de soi, du yoga, tout ça. C'est pas du tout que je sois contre, mais il y a quelque chose qui est dans notre société très curieuse, c'est que toute activité devient thérapeutique. Il y a même eu à un moment donné une théorie de la thérapie, bibliothérapie. C'est-à-dire lire des livres, c'est thérapeutique. Je me souviens d'avoir éclaté de rire quand une journaliste me disait « Est-ce que vous êtes favorable à la bibliothérapie ?» Je n'avais jamais entendu ce terme. Eh bien, c'est le fait de lire des livres. Bon. Alors, la chat-thérapie aussi. La ronron-thérapie. C'est ça, la ronron-thérapie. Absolument. Prenez un chat, c'est mieux qu'un antidépresseur, oui. Mais j'avais d'ailleurs répondu, boire du whisky aussi. Donc, de toute façon... On peut faire les deux. Non, mais de toute façon, vous remplacez... À ce moment-là, c'est transformer toute activité en drogue, donc en passion. Oui. Attention. Une autre dépendance. Attention, en autre dépendance. Faire attention à tout ce qui est émancipateur qui se transforme en son contraire. Oui. Là, on est en plein là-dedans. Donc, au fur et à mesure que la discipline reine de l'étude du psychisme est critiquée, condamnée, haïe, détestée, on se demande d'ailleurs pourquoi. Bon, ça c'est une vraie question aussi. Eh bien, elle est remplacée par autre chose. Vous avez écrit la biographie de Freud et vous l'avez inscrite en historienne, bien sûr, Sigmund Freud dans son siècle et dans le nôtre. En son temps et dans le nôtre. En son temps et dans le nôtre. Qu'est-ce qu'il reste de Freud aujourd'hui? À tout. Freud est considéré aujourd'hui... D'abord, il n'appartient plus aux psychanalystes. Et alors, à qui? Patrimoine international. C'est-à-dire, Freud est considéré dans le monde entier comme un des plus grands penseurs du XXe siècle. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, toutes les études historiques sur Freud dans tous les pays du monde, ça n'est plus du tout
forcément les psychanalystes. Mais de même, vous savez que si vous étudiez aujourd'hui Hippocrate, Claude Bernard, Pasteur, c'est pas les médecins, c'est pas les praticiens qui écrivent, c'est les historiens. Donc Freud en tant que tel appartient au patrimoine international. C'est une culture. Et on étudie les œuvres de Freud dans des pays où il n'y a pas de psychanalyse. Ouais. Sachez-le. Donc, si vous voulez, il est dans ce patrimoine. Alors maintenant, la psychanalyse, la dimension clinique qu'a créée Freud, là, il y a des courants multiples. C'est une autre histoire. Donc Freud est assimilé aujourd'hui à un des grands savants du XXe siècle. Oui, oui. Il est étudié dans les départements de philosophie, comme un philosophe, dans les départements de littérature, dans les départements d'histoire. Lacan aussi, hein. Il a réussi une percée, il est étudié plus comme philosophe, il était plus philosophe. Et en France, Freud est étudié en terminale. Hein. Oui. Il a eu cette phrase d'ailleurs, à propos des passions. Un homme comme moi ne peut vivre sans une passion ardente, sans tyran. Pour parler comme Schiller, ce tyran, je l'ai trouvé et lui est asservi corps et âme. Il s'appelle psychologie. Alors ça, c'est une citation ? Oui, c'est une citation. Ouais. Attendez, ce tyran, c'est la psychologie. Ben, c'est une déclaration contre la psychologie. C'est ça ? Mais en faveur de sa passion. La passion. Ah oui. Oui, en faveur de la passion. Oui, mais tout peut devenir une passion. Vous avez des psychanalystes qui sont tellement passionnés de la psychanalyse qu'ils en deviennent complètement idiots. Oui. Freud l'avait remarqué. Il disait « Je suis très frappé que les psychanalystes eux-mêmes ne tiennent pas compte de la sagesse de la psychanalyse pour se livrer à n'importe quelle interprétation. » Ça, c'était très fréquent à Vienne. Quelqu'un fumait un cigare, hop, c'est un phallus. Quelqu'un faisait ceci. Vous savez, le délire interprétatif est une passion des psychanalystes. Il faut se méfier. Hein. Il y a de la psychanalyse de comptoir aussi, quelquefois. De comptoir, qu'on voit à la télévision tous les jours aussi. Bon. J'ai fait une entrée célébrité. Moi, je me méfie de ça. Vous savez, je raconte ce qui m'est arrivé. Le lendemain du Sofitel, 7h du matin, un journaliste... L'affaire Strauss-Kahn L'affaire Strauss-Kahn. 7h, 8h du matin, un journaliste m'appelle et me dit « On fait un numéro spécial sur Strauss-Kahn. Est-il pervers ?» Je dis « De quoi ? De quoi s'agit-il ?» Le lendemain. Oui. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette information ? Il s'est passé quoi ? Vous n'êtes pas au courant ?» 7h du matin, c'était bon. Il vient d'être arrêté pour une histoire de viol dans un hôtel à New York. Je dis, viol de quoi ? De qui ? Vous voulez que je porte là, maintenant, un diagnostic sur quelque chose ? Je ne sais pas. Et puis, vous savez, on ne peut pas faire ça. Bien. Alors, je l'ai convaincu de ne pas faire son numéro spécial tout de suite. Et puis, 8 jours plus tard, c'était dans Le Figaro, à peu près une vingtaine de psys de tous bords. D'experts. L'horreur de l'expertise, donnait chacun un diagnostic. Il n'y en avait pas un bon. Voilà. Pour les uns, il était un psychotique profond, pour les autres, un grand pervers. Et donc, tout était faux. Pourquoi ? Parce que chaque histoire est différente. Donc, bien sûr. D'où le fait qu'il faut absolument se méfier. Avant d'avoir un avis, il faut attendre. Alors, maintenant, il peut y avoir des choses spectaculaires. On peut dire quelque chose. Peut-être que moi, au bout de 3 semaines, j'aurais pu dire, bon, enfin, en voilà un qui n'a pas été capable de maîtriser ses passions et qui s'est perdu. Passion ou pulsion ? Oui, c'est ça, pulsion, pulsion, passion. Donc, c'est ça qu'on pouvait dire après, mais il ne fallait pas le lendemain matin, quand vous ne savez même pas ce qui est arrivé. Bon. Alors ensuite, on peut porter ce jugement-là, comment quelqu'un d'aussi intelligent, brillant, promis un magnifique avenir, tout à fait. Pourquoi n'a-t-il pas été capable de se contrôler ? De se contrôler. Ça, c'est une question freudienne. Et évidemment, après coup, on se dit, il aurait quand même pu consulter. Parce que peut-être l'a-t-il fait ? Je crois pas. Non, mais attention, on n'a pas affaire à un prédateur pervers, machin. C'est pas du tout le même cas que d'autres. Hein. Là, on a plutôt affaire à quelqu'un qui n'a même pas conscience que, ça s'est su après qu'on ne peut pas mener deux choses, qu'on ne peut pas devenir aujourd'hui
un homme politique connu, un président, si on ne maîtrise pas ses passions sexuelles, et surtout à notre époque. Ça n'était pas vrai avant. La vraie question étant d'ailleurs, peut-on gouverner avec trop de passion? Oui ou non? Ça ne gênait pas, si on pense à Kennedy, qui avait des maîtresses partout, ça ne l'a pas empêché de gouverner l'Amérique. Je pense d'ailleurs, mais... vous posez la question, vous avez un avis là-dessus? Oui, j'ai une entrée président américain dans le dictionnaire. Oui, parce que la question s'est posée de tout temps, de savoir ce on appelait ça la folie au pouvoir. À partir de quel degré de folie, enfin de névrose, à partir de quel moment ça empêche de gouverner, ou à partir de quel moment ça donne un pouvoir monstrueux, etc. J'ai fait une entrée Hitler, qui a été un des dictateurs les plus étudiés de ce point de vue. Alors, il apparaît en tout cas que pour les présidents américains, président Wilson avait une pathologie très particulière qui était une mégalomanie, une paranoïa. Freud a fait un texte avec William Bullitt sur le cas Wilson, qui a été ensuite d'ailleurs très étudié. Ah oui? Parce qu'il s'est fait rouler pendant le traité de Versailles. Il ne savait pas où se trouvaient les Balkans. Il ne comprenait pas bien. Et surtout, le problème, c'est qu'il se prenait pour Dieu. Voilà. Donc c'est très fréquent en Amérique. L'axe du bien et du mal. Ben oui. Un président américain qui jure sur la Bible, il se prend souvent pour Dieu. C'est peut-être le cas de l'actuel, non? Alors, celui-là, c'est pas la même chose, d'ailleurs, on va en parler, mais... donc, Wilson se prenait pour Dieu. Donc, mais le cas a été étudié après, pas seulement par Freud. Tout le monde a vu que ça n'allait pas du tout, et puis en plus, il avait eu pas mal d'AVC, ce qui est aussi un problème, là, qui n'est pas du tout psychique. Enfin, bon. Alors, le cas... le cas Trump est très particulier, parce que c'est la première fois qu'il y a eu une pétition de psychiatres avant l'élection c'est vrai, demandant l'empêchement à cause de troubles pathologiques visibles et concernant la politique. Parce que Kennedy, ça n'a pas d'importance. Oui, bon. Oui. Lyndon Johnson non plus. Je veux dire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Là, la pétition de psychiatre disait il est incapable de raisonner. Il est un pur pulse passionnel. Donc des signes manifestes qui ont été... manifeste, c'est ça. Voilà. Il n'a pas assez de vocabulaire. Ça, c'est très bien vu. Ça, on s'en est rendu compte. Voilà. Il fait des déclarations... 140 signes, vous savez. Oui. Il fait des déclarations insensées. Voilà. Et j'en fais la liste, d'ailleurs, des déclarations insensées. Il ne sait pas ce que c'est que les Japonais, donc il dit n'importe quoi. Je vous rappelle qu'il est favorable au créationnisme, quand même. Regardez sur le climat. Il est convaincu que le réchauffement, c'est une invention. Bon, par moments, il est complotiste. Donc, les psychiatres ont dit, celui-là, gouverner la première puissance du monde, il a des véritables troubles. Et là, c'est visible. Bon, vous voyez bien. Alors, heureusement, c'est une démocratie, il y a des contre-pouvoirs, il y a des conseillers. Le Sénat, le Congrès. N'empêche, on vit aujourd'hui de ça. Bien sûr. Regardez, quand il est face à un autre fou dictateur de la Corée, c'est-à-dire que c'est réservé aux dictateurs, la folie au pouvoir. Mais il n'empêche que dans les démocraties, les contre-pouvoirs doivent agir, mais il n'empêche qu'il est dangereux. Et puis l'idée de ne pas avoir de ligne politique, de fonctionner uniquement à l'affect, moi je pense que, donc j'ai raison. Voilà. Oui, c'est ça. Ça, c'est un vrai problème. Oui, tout à fait. Enfin, c'est la première fois qu'il y avait eu une pétition de cet ordre-là. Oui, c'est ça. Elisabeth Roudinesco, il y a une autre passion que vous avez, qui, à part l'histoire, outre l'histoire de la psychanalyse, c'est les débats d'idées. Alors, vous êtes engagé à plusieurs reprises, notamment dans le mariage homosexuel. Vous avez été très active. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette... Qu'est-ce qui ne peut vous retenir d'intervenir dans un débat de société? C'est une vraie question, parce que j'ai le sentiment que ça s'est passé à mon insu. Bon, que à partir du moment où j'ai écrit des choses, quand j'ai commencé à être sollicitée, on peut pas écrire des livres et refuser le débat sur
sur ce qu'on écrit. Ça, c'est un premier point. Mais plus généralement, je pense que ça vient du fait que, d'abord, j'ai eu une enfance absolument formidable. Je suis née en 1944, j'ai été élevée par des parents résistants qui avaient dit non Maréchal Pétain en juin 1940. Bon. Donc ça compte. L'idée de l'engagement était là. L'idée de la résistance à l'oppression, l'idée de se battre pour des idées. Mes parents étaient juifs assimilés, donc j'ai été élevée aussi contre l'antisémitisme, contre le racisme. J'ai vécu la guerre d'Algérie, j'étais anticolonialiste. Bon. Et donc, à partir du moment, j'ai toujours eu un engagement politique. Alors, sur le mariage homosexuel, c'est vrai que les débats de société concernent directement la famille, ça concerne quand même directement la psychanalyse. Ça a commencé en 1999 avec le Pax. Quand j'ai vu des psychanalystes à la télévision dire l'union de deux personnes du même sexe pour élever un enfant, c'est contraire au complexe d'Édipe. J'ai regardé 3 fois l'émission et je me suis dit, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas la tête. Bon. Parce que si une réalité est contraire à un concept, il faut changer le concept. Il n'y a pas photo. Et puis, ça ne veut rien dire. Rien ne peut être contraire à un concept. Et donc, à ce moment-là, on m'a demandé de répondre. C'est les médias eux-mêmes. Bon, et j'ai dit, c'est totalement stupide. Voilà, totalement stupide. Je ne suis pas allée de main morte. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai été étiquetée, parce que notre société est terriblement manichéiste, pour le mariage. Bon, à l'époque, il était question du Pax. Bon, et je me suis mis à étudier vraiment tous les problèmes de la famille, ça m'avait beaucoup intéressée. Et puis, j'étais très amie avec Derrida, qui a pris les mêmes positions. Et on s'est trouvés engagés devant ce combat émancipateur. Quand même, les homosexuels avaient été tellement persécutés. Oui. La question était, pourquoi veulent-ils faire famille alors qu'ils ont été exclus de la famille pendant tant de temps et qu'eux-mêmes ne voulaient pas, refusaient. Alors du coup, j'ai écrit un livre sur la famille et j'ai montré que, en effet, c'était né après le sida, ce désir de normalité. Donc, si vous voulez, quand on est saisi comme ça par un problème, on fait un livre, on fait des interventions. Mais alors, je sais que vous ne croyez pas beaucoup à la bibliothérapie, cette forme de mais pourtant la littérature et la lecture apporte vraiment un bien à beaucoup d'entre nous. Donc, on va poursuivre cette lecture. Merci beaucoup, Elisabeth Roudinesco, pour ce moment. Merci.